Alors, je suis ravi d'accueillir Quentin. Ça fait bientôt 10 ans que je n'ai pas vu Quentin. On était en prépa ensemble et on s'était rencontrés parce qu'on l'avait fait intervenir sur une animation d'intégration parce qu'il avait la voix la plus grave de la prépa. Donc je ne sais pas s'il l'a gardée, je crois, a priori. Mais depuis, il a fait pas mal de chemin. Il est rentré à Polytechnique, ça c'était presque une formalité. Et il a surtout monté Dream, qui est une des formidables startups françaises dans la deep tech. Et donc il va vous en parler pendant 5 minutes et ensuite on parlera un petit peu justement de deep tech, de ces sociétés qui ont beaucoup d'intelligence, de brevets, de recherche derrière et comment mieux les développer en France. Je te laisse la parole, Quentin. Okay. Dans cette salle, vous êtes à peu près un tiers à avoir des problèmes de sommeil et plus précisément, vous êtes 10% à être insomniaque chronique. C'est la pathologie la plus représentée qu'il y a. Et l'OMS a d'ailleurs considéré il y a quelques années que l'insomnie était devenue une épidémie mondiale dans les pays développés. Toujours pas? Bon, c'est pas très grave, je continue quand même. Donc c'est une épidémie silencieuse, mais qui a des conséquences très concrètes, et notamment d'un point de vue économique, où aux États-Unis on estime autour de 400 milliards d'euros par an le coût du mauvais sommeil. C'est plus que le budget de la France. En France, on est autour de 50 milliards, c'est plus ou moins le budget de l'éducation nationale. Ce coût du mauvais sommeil s'explique d'un côté pour des raisons de productivité, mais aussi et surtout pour des raisons de santé. Si vous dormez moins bien, vous avez des chances beaucoup plus importantes de faire des pathologies graves comme le cancer, les maladies neurodégénératives, l'hypertension, Alzheimer, le diabète ou encore l'obésité. Titre d'exemple, si vous dormez 1 heure en moins par nuit, vous gagnez en moyenne 8 kilos. C'est toujours bon à savoir. Alors, cette pathologie ou cette épidémie progresse de manière assez paradoxale et dans les 50 dernières années, on a perdu 1 heure de sommeil en moyenne. Et c'est assez paradoxal pour une épidémie de progresser. Donc il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent. J'aimerais me concentrer sur une raison particulière. Ça s'appelle le parcours de soins. C'est-à-dire quand une personne est insomniaque, elle va rencontrer des médecins, puis être redirigée jusqu'à avoir une solution. Et celui de l'insomnie et celui des problèmes de sommeil en général est particulièrement mauvais. La moitié des personnes qui ont des problèmes de sommeil ne font rien. Déjà, ils considèrent que c'est une fatalité, qu'ils sont nés avec et qu'ils doivent vivre avec. Une autre moitié va voir son médecin généraliste. Le problème du médecin généraliste, c'est qu'il n'a pas d'outils lui-même à disposition pour pouvoir faire un diagnostic des pathologies du sommeil. Et il n'a pas non plus de solution de traitement. Donc malheureusement, et souvent sous la contrainte du patient, le médecin généraliste va prescrire des somnifères aux patients insomniaques. Dans des rares cas, dans environ 1% des cas pour les patients qui ont des problèmes de sommeil, il va aller voir un centre de sommeil. La raison pour laquelle c'est si peu, c'est 1, que ça coûte cher, et 2, qu'à Paris, il y a 6 mois de délai pour avoir une place dans un centre de sommeil. Et dans des cas encore plus rares, pour les personnes insomniaques, on va voir un médecin spécialisé, donc de CBT ou de TCC en français, c'est les thérapies comportementales et cognitives. Et c'est un médecin spécialiste du sommeil qui va venir donner des conseils et des recommandations aux patients insomniaques sur un programme qui va durer 2 mois et qui est aujourd'hui le traitement de référence qui est préconisé pour traiter l'insomnie. Notre ambition chez Dream et mon ambition personnelle, c'est d'être capable de résoudre la majorité des problèmes de sommeil et donc de fixer ce parcours de soins qui ne marche pas à la fois d'un point de vue du diagnostic, parce que les personnes ne sont pas diagnostiquées. Pour l'apnée de sommeil, par exemple, 85% des apnées sont non diagnostiquées. Et au niveau du traitement, parce que là c'est encore pire, pour les patients insomniaques, il y en a très peu qui ont accès aux bons professionnels de santé. Et donc on a commencé il y a 5 ans avec Hugo, mon associé, dans un laboratoire de recherche, et on travaillait avec des outils pour mesurer le sommeil. Et on a compris qu'on était capable, avec nos compétences d'ingénieurs, de prendre ces outils et de les rendre accessibles au grand public. Donc assez vite, on a été rejoint par une équipe d'une quinzaine de personnes, toutes très brillantes et très talentueuses, qui ont réussi en quelques années à faire ce qui n'avait jamais été possible auparavant, à développer un outil miniaturisé qu'on peut porter tous les jours chez soi, et qui mesure de manière aussi efficace qu'une polysomnographie le sommeil à domicile et sans besoin de préparation. On a publié récemment le fait que notre appareil, donc le Bando Dream, et nos algorithmes étaient aussi performants pour l'analyse des stades de sommeil qu'un médecin du sommeil sur un appareil de polysomnographie que vous voyez ici. En noir, c'est les tracés de l'appareil, en rose, c'est les nôtres. Donc on a des tracés qui sont évidemment très similaires pour l'activité cérébrale.
Ça, c'est la première brique qu'on a développée, qui nous permet d'abord, dans un premier temps, d'identifier les problèmes de sommeil. La deuxième brique qu'on a développée, c'est qu'on va être capable de reproduire les conseils que donne le spécialiste de sommeil à l'insomniaque. On va être capable de personnaliser à partir des données qu'on génère pour être le plus pertinent et le plus efficace dans le traitement de l'insomnie. On va être capable de également associer le patient avec un professionnel de santé ou avec un expert pour que celui-là puisse se servir des données qu'on génère pour l'accompagner dans son traitement. Donc on est capable en partie d'automatiser et en partie de mettre en lien avec un professionnel de santé. La dernière brique qu'on a développée, c'est des techniques de relaxation où on est capable en temps réel de mesurer l'activité du cerveau et l'activité du cœur de la personne et d'adapter un son au fur et à mesure de son endormissement, qui va être d'abord un son plus riche si la personne a du mal à réfléchir trop, et puis après plus relaxant quand elle arrive au moment où elle va s'endormir. Et on a montré qu'on arrivait à diminuer comme ça par 2 la durée d'endormissement des gros insomniaques. Et donc l'ensemble de ces 3 solutions, à la fois capable de mesurer précisément le sommeil, de reproduire les conseils que donne un médecin et d'y ajouter des fonctionnalités actives pour améliorer le sommeil, on a montré que notre solution était plus efficace que l'ensemble des solutions qui existaient sur le marché, y compris la thérapie comportementale et cognitive avec un médecin, pour le traitement de l'insomnie, sans effet secondaire par rapport aux somnifères et avec une efficacité sur la durée. Donc c'est des résultats qui sont assez importants, c'est des résultats préliminaires qu'on a là, qu'on va publier au World Sleep Congress dans quelques mois. Mais on ne souhaite pas s'arrêter là. Quelque chose qu'on fait et qui nous caractérise, c'est qu'on cherche en permanence, parce que la boîte est née dans un laboratoire de recherche, à repousser les frontières des connaissances dans le sommeil et être capable de plus en plus à la fois pour faire avancer la science, à la fois pour améliorer notre produit, d'améliorer la recherche. Aujourd'hui, on a été capable de récolter un peu plus d'1 million de nuits dans notre base de données. C'est une des plus grosses bases de données qui existent sur le sommeil au monde. Et quelque chose qui est aussi très fort, c'est qu'on a réussi à proposer à nos utilisateurs ce qu'on appelle l'Adventurer Programme. C'est le fait pour eux de participer à des protocoles de recherche qu'on leur propose. Et donc à très grande échelle, on peut avoir des personnes qui bénévolement vont s'inscrire pour participer à un protocole de recherche qu'on leur propose. Donc mettons par exemple, on va avoir 100 personnes qui vont tester une fonctionnalité en endormissement, 100 personnes une autre, 100 personnes en placebo. On peut faire durer ça sur plusieurs semaines, avoir des choses randomisées et analyser ce qui fonctionne le mieux, en tirer des publications scientifiques et en tirer aussi des fonctionnalités efficaces. C'est assez nouveau et ça nous permet de faire en quelques mois finalement, ou en quelques semaines, ce qu'un laboratoire de recherche mettrait des années à faire, et comme ça de faire accélérer le niveau de la recherche. Et il y a quelque chose d'autre qui nous caractérise, c'est qu'avec nos laboratoires partenaires, on en a plus d'une cinquantaine en Europe et aux États-Unis, c'est le slide d'avant mais c'est pas grave, on publie tout ce qu'on fait. On a ici 3 de nos publications, on en a une dizaine en tout, et on cherche à s'astreindre à cette rigueur scientifique, non seulement parce que c'est nécessaire pour être capable de mener à bien une mission de traitement. Quand on commence à parler de pathologie et de traitement, on a besoin d'avoir ces publications, on a besoin d'avoir de la validation, on a besoin d'avoir du réglementaire sur le dispositif médical, mais aussi parce que ces publications sont indispensables pour la crédibilité qu'on doit avoir auprès des professionnels de santé, parce qu'on cherche à s'intégrer au système de santé, et évidemment pas à le remplacer. 5 ans plus tard, on a levé un peu plus de 60 millions d'euros, on est une équipe d'une petite centaine de personnes, toujours aussi brillante, toujours aussi motivée. On continue de travailler assez dur tant qu'on n'est pas capable d'avoir résolu la majorité des problèmes de sommeil. Aujourd'hui, on a, pour être très honnête, à peine gratté la surface de l'ensemble des problèmes qu'on aimerait résoudre. Ce qui est sûr, c'est que la route est très très longue encore. En revanche, je pense qu'on est dans le monde la boîte la mieux positionnée pour y arriver, et ça nous donne une responsabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup Quentin, c'est hyper intéressant. Moi j'aimerais qu'on parle de façon un petit peu plus générale. Ça c'est une des très belles, c'est une des têtes d'affiche, je dirais, de la French Tech en matière de ce qu'on appelle désormais les Deep Tech. Alors avant il n'y avait pas de nom pour ces sociétés qui ont beaucoup de propriétés intellectuelles et de sciences derrière elles. Tu as fait partie, je dirais, de la même, du même canal que le fondateur de Cardiologues, Yann Fleureau, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Alors Polytechnique Berkeley, c'est un pont qui est créé depuis un petit moment. Moi, je te poserai tout simplement la question, est-ce qu'aujourd'hui en France, le contexte est favorable
à l'émergence de sociétés comme la tienne, avec donc, de l'intelligence et beaucoup de science derrière leurs produits, ou est-ce que par rapport aux États-Unis, on est encore très très loin? Par rapport aux États-Unis, je ne sais pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a un écosystème qui est très favorable en France, je pense. On a la chance d'avoir des ingénieurs de très bon niveau en France, qui sont souvent plus engagés que leurs collègues américains et plus loyaux dans les boîtes. On a aussi tout un écosystème de très bonne recherche académique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des boîtes comme Google ou Facebook ou d'autres viennent s'implanter en France pour monter leur champ de recherche en IA. C'est parce qu'on a un terreau qui est très fertile dessus. On a aussi un écosystème qui est assez développé, notamment au niveau des aides publiques pour financer. En revanche, ce qu'on n'a pas, mais un peu partout en Europe par rapport aux États-Unis, c'est une capacité de financement qui commence à arriver, mais qui aux États-Unis est plus culturellement prête c'est à la fois chez les investisseurs et chez les entrepreneurs, enfin, la fois sur les investisseurs, mais il y a plus aux États-Unis la culture de je pousse ma boîte très vite, très fort, et tant pis si elle explose en vol, qu'en Europe aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup de belles boîtes en France, mais on n'a pas encore de très grosses boîtes. Et ça, il faudra les années qui viennent, on espère, pour en voir éclore de plus en plus. Est-ce que tu penses, on a effectivement la chance d'avoir de très belles écoles d'ingénieurs en France. Pendant longtemps, on a aussi un système scientifique qui est assez particulier, avec des gros centres de recherche que sont le CNRS, l'INSERM, etc., alors qui sont de plus en plus liés aux universités, mais qui pendant longtemps étaient peut-être un petit peu en dehors. En termes culturels, est-ce que tu as vu quelque chose changer ces dernières années sur à la fois la capacité des élèves ingénieurs ou docteurs à créer leur société, et à l'inverse, enfin, je dirais de l'autre côté, de ces scientifiques venus de ces grands labos, également de sauter le pas? Alors ça se fait doucement. Tu parlais de Yann tout à l'heure, qui est mon ami d'ailleurs. On a fait le même master à Polytechnique. Qui est de Ploudaniel d'ailleurs. Qui est Qui oui, les Bretons, oui, exact. Et donc c'est un master qui est très bien fait et qui pousse justement les étudiants à aller voir des labos de recherche pour essayer de créer des ponts. C'est pas encore culturellement, je dirais, suffisamment la norme. Il y a beaucoup de belles initiatives, notamment celles qui sont portées par Xavier Duportet, pour essayer de relier les centres de recherche avec les entrepreneurs ou les étudiants. Là-dessus, c'est vrai que, en fait, c'est-à-dire que si un étudiant a envie d'aller voir, et c'est ce qu'on a fait, si un étudiant a envie d'aller voir des labos de recherche, finalement, les chercheurs, il y en a qui vont considérer que monter une boîte, c'est le mal, mais finalement, ils sont assez peu nombreux et de moins en moins. Et il y en a plein qui vont être intéressés pour le faire naturellement. Donc, si un étudiant, et c'est le conseil que je donne à tous les gens qui veulent monter des boîtes, si un étudiant a envie d'aller voir des labos de recherche pour y trouver des idées intéressantes, il sera très souvent bien accueilli. Après, c'est malheureusement pas la norme, au sens où, dans les grandes universités américaines, les laboratoires, les entreprises, les universités sont vraiment ensemble et les choses sont faites pour que les gens se réunissent. En France, on a plus à faire le pas nous-mêmes pour aller les chercher, ou réciproquement. Initialement, l'idée est venue d'un laboratoire que vous avez rencontré? Oui, on travaille avec un laboratoire à la Pitié-Salpêtrière sur le sommeil, qui étaient des travaux qui n'étaient pas directement liés à ce qu'on fait aujourd'hui, qui étaient sur la stimulation du sommeil profond et sur la capacité à induire du sommeil profond, à augmenter la durée du sommeil profond. Donc c'est toujours une fonctionnalité qu'on a sur le produit, mais qui est une des solutions dans l'ensemble de palettes qu'on propose pour traiter les problèmes de sommeil. Et en matière de propriété intellectuelle, de transfert de propriété, etc., intellectuelle, si on avait, c'est quelque chose qui s'est bien passé de votre côté? Ça s'est bien passé, c'est un peu particulier parce que dans notre cas, le laboratoire reprenait des travaux qui avaient été publiés par un autre laboratoire en Allemagne quelques années auparavant et qui n'avait pas breveté ses résultats. Donc, dans notre cas, on a fait un partenariat avec l'Institut Sarrois-Lamoelle-Épiniac, c'est un partenariat de recherche, mais il n'y a pas de transfert de propriété intellectuelle, au sens où on n'a pas pris leurs travaux pour en faire quelque chose. Mais c'est en travaillant avec eux qu'on a permis de créer la boîte, et donc on a avec eux et avec d'autres laboratoires un peu partout en Europe et aux États-Unis ou en Asie d'ailleurs depuis peu, des partenariats de recherche sur lesquels on a soit du transfert de propriété intellectuelle, soit nous on finance de la recherche qui nous sert après à nous pour notre boîte et à eux pour les publications et puis à nous aussi pour les publications. Super. Merci beaucoup. On peut applaudir Quentin.